Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Rendez-vous du soir. 4 ans après l'alternance pacifique entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son homologue Joseph Kabila, comment se présente le bilan? Nous en parlons ce soir avec l'honorable Aldeloadi, l'élu d'Ikwilu, à qui je dis bonsoir honorable. Bonsoir Madame Clarisse. Comme je venais de l'annoncer, nous parlons de ces 4 ans d'alternance pacifique, 4 ans que le président Félix-Antoine Tshisekedi vient de faire à la tête de ce pays, la République démocratique du Congo. Comment trouvez-vous le bilan après ces 4 ans? Bon, le bilan est positif. Vous savez, le Congo, c'est un grand pays, c'est un demi-continent. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas se dire dans 4 ans, on peut résoudre tous les problèmes. Ça, c'est certain. Alors, on va parler de ce qui a été déjà fait et ce qui reste à faire. Dans la mesure du possible, et vous savez que moi, j'étais toujours objectif, je vais mettre un certain nombre de points. D'accord. Mais je crois que je vais plus m'appuyer sur ce qu'il reste encore à faire, ce qui est plus important. D'accord. Mais on va essayer de décortiquer petit à petit. Alors, ça c'est sûr. D'accord. Alors, moi, j'aimerais qu'on commence par ce que j'appelle, moi, sur le plan de l'intégrité nationale, la défense de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a été fait déjà par le président de la République? Je pense d'abord, je commence par la volonté. Et pour la petite histoire, n'oubliez pas comment il a trouvé le pays. D'accord. Peut-être que j'ai un défaut de reprendre toujours l'historique de notre pays. Il n'y a pas de souci. Pour vous que avez tout votre les temps. jeunes, ceux qui viennent, comprennent. Je n'étais pas encore né. On prend l'indépendance à 60. C'est juste 7 jours ou 8 jours qu'il y a une itinéraire. Ok. Et après, le Congo s'est embrasé. Le premier ministre Lumumba était mis en difficulté. SIA, la communauté internationale, les États-Unis, la Belgique et la France, ils ont pris Mobutu parce que le problème, c'est de découdre avec Lumumba qui est considéré comme s'il était communiste. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est resté pendant longtemps dans une situation de sécession. Et Mobutu était considéré comme un prodige qui devait unifier les pays. Ce qui fut fait, il a géré le pays pendant 32 ans. Et vers la fin, le même communauté internationale, en fait, les Américains et les Belges reviennent encore à la charge pour nous mettre encore en difficulté. L'armée était pratiquement quasi inexistante avec la maladie du président de la République. Dès l'époque, le président Mobutu, la guerre de l'Est commence. Donc, la même communauté utilise cette fois-ci Kagame, c'est-à-dire l'Est, Kagame et Museveni, pour nous créer encore beaucoup d'ennuis. Ils ont utilisé, nous l'avons dit, rappelez-vous dernièrement, c'était le président Kabila et les pays entre guillemets libérés. Nous trouvons encore la même situation. Finalement, c'est Kabila fils qui arrive. Et avec tout ce qu'on a connu, Kabila fils a fait 18 ans. À son départ, les pays étaient toujours dans des situations difficiles. D'accord. À tout moment, il y a eu des incursions à l'Est. Le président Félix qui prend le pouvoir. La première préoccupation de chercher comment stabiliser l'Est du pays. Donc, la volonté, il y a eu un certain nombre de restructurations dans l'armée, il y a eu changement dans l'armée, et cette situation continue. Jusqu'à ce moment, vous avez décrété même l'état d'urgence, l'état de siège plutôt, dans quelques provinces de l'Est. La situation est toujours difficile. Okay. Mais ce que je peux retenir de lui, si nous pouvons réfléchir de cette sorte, c'est cette détermination, cette volonté. La fois dernière, vous m'avez reçu. Ici même, je vous ai dit que la situation n'est pas bonne. Et comme elle n'est pas bonne, c'est qu'il faut continuer toujours. Et c'est là où j'ai dit peut-être ce qu'il faut, comment le résoudre, ça passe par quoi? C'est
de mettre tout en œuvre. Mhm. Il faut qu'on ait une armée républicaine. Ok. Il faudrait que cette armée soit équipée. Mhm. Il faut que nous puissions, dans la mesure du possible, de démanteler tous ceux qui sont considérés comme ennemis du peuple. Ceux qui sont, si vous voulez, en connivence avec l'ennemi, il faut chercher à les faire partir. Le vrai problème, c'est celui-là. Donc, et hier, même ce matin, je viens de suivre, il y a encore une cité où il y a un village qui vient d'être pris, pratiquement à 80 km de Goma. Et Goma, aujourd'hui, il se trouve dans une situation d'axifie. Donc, ce que je peux demander au président de la République, c'est de continuer les efforts, c'est que nous ayons vraiment une armée républicaine, c'est que nous ayons des hommes et des femmes bien formés, et surtout ceux qui viennent vraiment pour servir. Parce que la difficulté, c'est quoi? C'est que si nous n'avons pas ces hommes-là, le président de la République peut mettre des moyens. Mais si dans l'esprit, dans la mentalité de ceux qui sont censés, les officiers, les colonels, les généraux, qui sont censés de défendre l'intégrité territoriale, ont d'autres agendas. Ils ont dans leur tête, c'est le commerce, c'est de se faire de l'argent, c'est d'acheter des villas en Europe ici. Rien ne peut marcher. Donc sur ce point, je peux me résumer en disant la volonté y est. La détermination, nous constatons. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de mettre l'homme à la place qu'il faut. Parce que l'armée, c'est un domaine où, si vous voulez, la défense, c'est un domaine sensible. Et moi, je me dis même, la fois passée, je vous ai dit, que sur ce point-là, au lieu de s'y limiter seulement à former ou à encore équiper l'armée, mais nous devons commencer à former les jeunes, les enfants, les intérioriser, mettre même, si vous voulez, déjà quelques cours de civisme au niveau de la base. L'enfant qui est en première année primaire, qui est en deuxième année secondaire, qui est en troisième, je ne sais pas moi, qui est à l'université, doit avoir l'esprit comment défendre la nation. Il doit savoir que nous sommes dans une situation de complot. Le complot, ce n'est pas aujourd'hui. Le complot, je vous ai dit, ce sont les matières premières. C'est notre pays qui est convoité. Si nous ne faisons pas un effort, si nous ne mettons pas tout en œuvre, si nous ne parlons pas le même langage tous autour du chef de l'État, et que nous devons aller être distraits, si vous voulez, je crois que ce n'est pas bon. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir sur le plan d'intégrité? La volonté est là, il a fait beaucoup d'efforts, mais ces efforts-là doivent continuer. Et moi, c'est que peut-être la remarque... Il doit miser sur l'armée. Sur l'armée, sur les forces. Parce que même nos voisins, je ne pense pas, je vous ai dit, si je dois faire un petit parallélisme, vous voyez, l'Ukraine est en difficulté, est en guerre, donc contre la Russie. Mais voyez comment tous les pays de l'Union européenne mobilisés, qui apportent l'armée, qui apportent le soutien plutôt, qui apportent l'argent, qui apportent ceci. Mais les problèmes du Congo, et vous voyez qu'il y a un silence radio de la part de tous nos voisins, de la part de tous les pays africains. C'est pour dire que nous, le président Félix ne peut compter que sur nos propres forces. Voilà. Nous devons nous organiser. Ce n'est pas tard. Nous avons des ressources, nous avons des jeunes, nous avons des moyens. Pour équiper l'armée. Ça, c'est possible. C'est possible, je pense. D'accord. Parce que donc, pour moi, c'est cette détermination qui doit continuer, que le président doit s'appuyer sur des forces internes, qu'il doit mettre en contribution pour qu'un jour nous sortons de cette situation. D'accord, merci beaucoup, honorable. Alors, le deuxième point, c'est sur le plan d'éducation. L'éducation, nous avons vu la gratuité de l'enseignement, qui est déjà en marche. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, je crois que c'est la mère des choses. Et là, je n'ai cessé de le dire. Et ici, c'est la télé. Et je crois qu'il y a quand même quelques compatriotes qui me suivent. Nos frères et sœurs du Kwilu et de Gungu en particulier. Je suis de ces députés qui ont énormément contribué. Il y a des preuves. J'ai contribué énormément.
en termes de fourniture, en termes comment dirais-je, si vous voulez, des tableaux noirs, en termes des frais de scolarité. J'ai contribué. Et c'est chaque année que je l'ai fait. Je l'ai fait pour soutenir les chefs de l'État. Je l'ai fait parce que j'estime que pour parler de la nation congolaise, demain, l'avenir, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, il faut la former. C'est vrai, le pays est grand. Il y a beaucoup de problèmes. Et je me dis, et je l'avais même dit que c'est même constitutionnel. C'est entériné dans la Constitution de 2006. Il s'est fait que le président Joseph n'a pas eu le temps ou n'a pas pu le faire. Le président Félix, il a dit, c'est mon cheval de bataille. Nous devons l'applaudir sur ces points-là. L'applaudir, mais aussi le soutenir comme je l'ai fait, comme d'autres aussi le font. Mais ce que je peux demander au gouvernement, c'est, parce que lorsqu'on parle de la gratuité, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement que cette gratuité, nous puissions simplement nous limiter au paiement des enseignants. Vous comprenez? Parce que je vois, on dit, bon, on a... Le salaire d'enseignant a été augmenté. Oui. Mais pour que cette gratuité soit effective et que nous puissions sentir finalement qu'il y a effectivement la gratuité, il faut voir d'abord les infrastructures scolaires. Vous allez voir, les pays, nous avons un pays qui a des forêts. Il faut qu'on puisse arranger ce qu'on appelle les bancs. Il faut que les enfants, les pupitres, comme on dit... Surtout dans les fins fonds du pays. Voilà, il faudrait qu'on mette aussi un minimum de fonctionnement, qu'on doit mettre à la disposition... Les frais de fonctionnement. Voilà, les frais de fonctionnement qu'on doit mettre à la disposition de toutes les écoles de l'État. Parce que, n'oubliez pas que nous venons d'où avec cet enseignement. Déjà, à partir de l'enseignement de notre pays a commencé à se détériorer vers les années 90, début 90, 88, 90, commencé avec la situation de la politique de l'époque de l'ancien chef de l'État. Et finalement, il y a eu création de beaucoup d'écoles privées. Maintenant, à un moment donné, tout le monde se disait, quand il a son enfant, il aimerait que cet enfant puisse aller dans une école privée où il faut payer beaucoup d'argent. Et avec la gratuité, avec l'intervention du chef de l'État actuel, nous devons faire de sorte que l'école retrouve vraiment sa place, que les enfants soient effectivement éduqués et scolarisés, si vous voulez. Donc il faudrait qu'on puisse tabler d'abord sur les infrastructures à travers toute la République, construire. Et là, j'aimerais, vous savez, moi je suis député provincial, et c'est là où je reproche quand même aux différents gouverneurs, parce que nous sommes dans la décentralisation. Il ne faudrait pas que tout, c'est le président de la République qui doit le faire. Je vois quand même que ces gouvernements, si nous devons l'applaudir et l'appuyer, ils mettent énormément de moyens en termes de rétrocession dans des provinces. Les gouverneurs doivent aussi avoir, et comme cheval de bataille, de construire des infrastructures. D'accompagner le chef de l'État. Voilà, pas seulement comme on appelle, des routes de cette agricole, mais aussi qu'on ait des bonnes écoles. Qu'on ait, comment dirais-je, que les enfants étudient dans de bonnes conditions. L'État ou le gouvernement central déjà apporte les salaires, la rémunération, si vous voulez, mais que c'est qu'on rétrocède et c'est que les provinces mobilisent. Chaque province, nous avons 26 provinces, qu'on ait quand même des très bons bâtiments, qu'on ait des écoles modernes qui reflètent le Congo, le grand Congo, prospère et voilà. Voilà. Alors, honorable, il y a... Et aussi, à ce qui concerne les salaires, j'allais ajouter une chose. Les salaires des enseignants. Des enseignants, vous savez que pratiquement à un moment donné, comme je l'ai dit, de 90 jusqu'à la prise du pouvoir du chef de l'État, c'est pratiquement l'enseignement, c'était un bon enseignement, on le trouvait dans les secteurs privés. Et même dans les écoles de l'État, on avait institué ce qu'on appelle apport de l'État ou contribution des parents pour appuyer, donner en termes de primes.
Étant donné que le président de la République a dit, je m'appuie sur la Constitution, que ces rapports des parents qu'on puisse mettre fin, il faudrait maintenant qu'on revaille vraiment les salaires des enseignants. Qu'ils aient, au lieu des 300, comme on l'a dit, en moyenne, qu'un enseignant moyen puisse toucher minimum $500. C'est possible de l'avoir dans ces pays. Vraiment. À ce moment-là, il y aura la prise de conscience, les enfants vont étudier dans de bonnes conditions. Et comme je l'ai dit, voilà. D'accord. Alors, honorable, il y a le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a lancé hier, j'informe, une formation pour tout étudiant qui sera en L1 LMD avec le système LMD, avec une formation militaire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous appuyez ça? Oui, j'appuie parce que il me semble, à l'époque, le président Mobutu l'avait fait. Oui. Lorsqu'il y avait encore la guerre à l'Est, dans la province de Katanga à l'époque, on avait recouru aux étudiants, qu'on avait enrôlés tous dans l'armée. Et moi, je pense, au regard de la situation dans laquelle nous nous trouvons, la situation de ces complots, la situation de balkanisation de notre pays, il ne faudrait pas seulement que nous, population, nous Congolais, nous puissions regarder seulement les chefs de l'État. Chaque personne doit mettre, chaque Congolais doit mettre, il doit contribuer, doit s'impliquer. Et si cela est bien planifié, c'est-à-dire, on dit, chaque Congolais, celui qui a un diplôme d'État, qui entre, il faut qu'il passe une année, 2 ans de formation. Il faudrait qu'il le fasse. Et ce sont des initiatives à encourager. Mais j'aimerais que ça se passe, non pas seulement au niveau du ministère, mais que l'Assemblée nationale puisse saisir le balle au bon pour qu'on ait une loi. Parce que s'il y a une loi et que les choses se passent telles que tout le monde, il sait que lorsque je termine mes études secondaires et je pars à l'université, à telle étape, je dois nécessairement m'enrôler, je dois contribuer dans le cadre de la défense de la patrie. C'est normal. Alors, en bref, on retient que c'est vrai qu'il y a des avancées sur le plan de l'éducation. De l'éducation, mais il y a encore beaucoup à faire. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre encore de moyens. Les infrastructures. Voilà. Les équiper. Voilà. C'est possible, ce n'est pas compliqué. C'est la volonté et que, vous savez, des fois, pour qu'on clôture sur ces points-là, ce qui nous tue dans notre pays, il faut se dire aussi la vérité. C'est par moment la surfacturation. Le président de la République ne peut pas tout faire. Vous allez voir, on peut mettre $1 million pour construire des écoles, mais vous allez voir qu'avec $1 million, au lieu de construire, j'ai dit, de construire 100 écoles, vous allez voir, on peut vous construire 10 écoles parce que on prend l'exemple du projet Chile-Gelou, vous l'avez vu. Voilà, donc tout est possible. Il faut aussi une prise de conscience pour ces dirigeants-là. Exact. D'accord. Alors, on clôture avec ce chapitre. On y va avec, sur le plan de l'économie et de l'emploi des jeunes. Là, il y a beaucoup de choses à dire. D'accord. Il y a beaucoup de choses. Je pense que quand même, moi j'ai toujours dit, tout ce que nous disons là, la nation, l'éducation, l'armée, tout ce que nous disons, il faudrait que nous ayons une bonne économie. D'accord. Parce que c'est l'économie qui apporte des moyens. Le président de la République n'a pas ses propres moyens. Et les moyens, on ne peut en avoir qu'à travers un budget. Et je t'avais dit que notre pays, aujourd'hui, pour que nous puissions estimer que finalement nous pouvons résoudre des problèmes de 26 provinces, c'est qu'il faut avoir une très bonne économie. D'accord. C'est à travers l'économie, création de richesses, et l'État intervient à travers les impôts ou l'impôt et taxes. C'est comme ça que les pays se construisent. On ne peut pas, le président de la République ne peut pas demander à la Banque centrale de pouvoir tourner la planche à billets, comme on dit. C'est-à-dire commencer à imprimer la monnaie. C'est vrai, la Banque centrale a ses droits. La Banque centrale a cette autorisation, a ses pouvoirs, si vous voulez, mais il ne peut pas commencer à imprimer de l'argent pour donner au chef de l'État ou pour mettre un budget. Si on le fait, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle la dépréciation monétaire qui a comme conséquence l'inflation. D'accord. Parce qu'on imprime l'argent
qui n'a aucun soubassement, si vous voulez, qui n'a pas l'économie sur ça. Donc c'est pour dire que maintenant l'avantage que nous avons, si vous pouvez me dire ici, le président de la République et le gouvernement de la République, ils ont fait un effort pour qu'on ait la situation. Aujourd'hui, nous avons quand même, il y a la stabilité. En fait, il y a une situation stable sur le plan économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et avec tout ce qu'il a mis, toutes les actions qu'on est en train d'entreprendre, on peut facilement investir et récupérer son argent. La preuve, c'est qu'il y a plein de banques aujourd'hui. Mais ce que je constate, que finalement, les investissements ne viennent pas. Disons les choses telles qu'elles sont. Moi, je vous ai dit, j'ai été toujours objectif. Ils ne viennent pas. C'est là où moi j'ai dit, le président de la République sur le plan économique, pour moi, s'il me suit, de s'appuyer sur deux choses. Lequel? Je l'ai toujours dit, peut-être les gens ne me comprendront pas. Nous avons le portefeuille qu'il faut mettre en contribution. Okay. Je vais même citer, nous avons l'ASNEL, nous avons dans le portefeuille de l'État, nous avons l'ASNEL, nous avons la Régie des eaux, nous avons l'Ex-Onatra, nous avons la SNCC et nous avons la GECAMIN. C'est 5 sociétés. Je vais m'expliquer. Expliquez. Aujourd'hui, si la République démocratique du Congo a la capacité, comme on l'a toujours dit, de donner de l'énergie à travers toute l'Afrique. Cela a été démontré à travers les études des Fonds monétaires internationaux, de la Banque mondiale. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est dit et c'est prouvé. Mais c'est de mettre des moyens à la disposition de cette structure. Vous allez voir que même tous les jeunes qui terminent à l'ISTA, à l'IBTP, je ne sais pas moi, qui terminent, comment dirais-je, à l'INIKIN, tout le monde aura du travail. Nous allons donner du courant d'abord, parce que même à ce qui concerne notre propre consommation, on est encore à 14%. Donc il nous reste encore, si vous voulez, 86% en termes de couverture. Et nous avons, en dehors de Yinga, nous avons combien de barrages? Mais déjà, nous-mêmes, ici à Kinshasa, nous n'arrivons pas à avoir c'est pourquoi j'ai dit, si le président et le gouvernement s'appuient résolument sur ces secteurs, ça serait un secteur qui va donner du travail aux jeunes, mais aussi qui va donner du travail à plusieurs Congolais, si vous voulez. Il y a des petites sociétés qui vont se créer, qui vont faire, si vous voulez, il y a de la sous-traitance, des ajustés, ceux qui font, c'est pas moi, qui sont dans la construction, qui sont, comment dirais-je, dans des petites usines. Donc, on aura du travail. La SNCC, c'est avec ce qu'on appelle les transports multimodaux. Vous prenez la SNCC, vous prenez l'ex-Onatra. Vous faites partir les marchandises d'ici pour arriver dans les Kasaï. Ici, vous prenez les Kasaï pour arriver à Port-Franqui, il est beau. On prend la SNCC, Kananga, Mbujimaï, jusque dans les Katanga. Et c'est pareil vers l'est. Vous avez, de l'autre côté, vous avez, si vous voulez, Goma, Bukavu, Kisangani, qui peuvent aussi être reliés de la même manière. Vous avez la SNCC, vous avez l'ONATRA, vous avez l'ASNEL et la Régie des eaux. Pareil pour la GECAMIN. Qui, jusqu'à aujourd'hui, quel est le pourcentage de la population congolaise qui a accès à l'eau potable? Donc, et là, nous aurons énormément de travail. Nous aurons donné de l'énergie à la population. Nous allons créer énormément de l'emploi. Et la GECAMIN, je l'avais déjà dit tantôt, aujourd'hui, nous avons énormément de minéraux. Lorsque je parle de la GECAMIN, ce n'est pas seulement la GECAMIN. La GECAMIN et toutes d'autres structures de l'État, toutes les sociétés qui sont dans ces secteurs-là, qu'il faut mettre en contribution pour et apporter, si vous voulez, apporter la technologie. Ce qui nous manque, c'est ça. Nous avons nos matières premières, nous avons nos structures,
Mais ce qui nous manque, c'est la technologie. La technologie. Et vous savez, lorsqu'on amène la technologie donne énormément de travail. Donc c'est pour dire que sur le plan économique, le président de la République doit s'appuyer sur ce que nous avons comme force, ce que nous avons comme ressources, mais aussi faire appel à la technologie. Aujourd'hui, il y a la Chine, il y a, je ne sais pas moi, il y a la Russie, il y a tous ces pays qui peuvent nous apporter quelque chose. Mais si nous croisons les bras pour dire, bon voilà, le président doit aller chercher les investisseurs, il va aller chercher qui viendront, je ne sais pas moi, qui viendront des États-Unis, qui viendront de la Belgique. Moi, j'ai dit au chef de l'État, ces gens-là ne viendront jamais investir. Les investisseurs doivent être les Congolais eux-mêmes, à travers ces structures de l'État, à travers le PME, à travers les emplois des jeunes. C'est de cette manière-là. L'avantage que nous avons, et là, la responsabilité, je reviens sur la responsabilité de l'Assemblée nationale, parce que nous avons encore un autre problème d'accès au financement. Voilà. Parce qu'on peut avoir de très bonnes idées, on peut avoir de très, très, très bonnes idées. Mais lorsqu'on ne peut pas accéder pour avoir des moyens, comme aujourd'hui les entrepreneurs sont en train voilà, de à un coût abordable, si je peux m'exprimer ici, vous ne pourrez rien faire. Vous allez voir, les banques ici, ils prennent l'argent, ils récoltent, parce que c'est l'argent des Congolais, qu'ils les prennent à vil prix si vous voulez. Je mérite d'utiliser ces langages pour que tout le monde me comprenne. Qu'ils les prennent en moyenne à 2%, 1%, 3% là d'ailleurs, mais ils les donnent aux Congolais à 15, 8, 10% là. Ce qui n'est pas normal. Donc bref, sur le plan de l'économie, il y a beaucoup il y a déjà le climat qui est très bon. Et vous avez vu que le président et le gouvernement immobilisent énormément de fonds avec l'appui de l'IGF dans le cadre de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Maintenant, ce qu'ils font, c'est de se dire, bon voilà, nous avons, dans quel secteur que nous pouvons, il faut mettre les Congolais au travail, il faut mettre les jeunes au travail, parce que lorsqu'on a du travail, d'abord, on devient indépendant, d'abord, et au même moment, on crée la richesse, ça permet à l'État de créer des richesses, et voilà. Mais si nous restons pour dire, voilà, la manne va tomber du ciel, et que les investissements viendront de la Belgique, viendront des États-Unis. Bref, honorable, on pourra résumer tout ça, qu'il faudrait relancer les sociétés publiques. Je crois. Je crois que parce que moi je tiens beaucoup, parce qu'on ne peut pas parler de l'économie, on ne peut pas parler de la vie sociale des Congolais et même de tout un citoyen du monde tant qu'il n'a pas un travail, tant qu'il n'a pas l'emploi. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que nous appelons, si vous voulez, c'est du chômage déguisé. Et j'aimerais aussi en profiter qu'il y a encore beaucoup d'argent que l'État n'arrive pas à avoir, simplement parce qu'il se trouve dans les secteurs informels, parce que ce même secteur informel n'est pas non plus bien encadré. Mais si on l'encadre, et ça je reviens encore pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on laisse seulement la responsabilité au gouvernement central. Aujourd'hui, nous avons les gouverneurs qui ont même qui ont des ministres. Les ministres provinciaux. Exact. Chaque gouverneur et son gouvernement, ils ont l'obligation d'aider les chefs de l'État, de s'impliquer dans le processus pour que les choses aillent de l'avant. Mais si nous disons, bon, parce que tout le monde ici, la chanson a été toujours aux autres, alors là, ça ne va pas. D'accord. Alors, honorable, sur le plan plutôt, j'allais dire, des infrastructures, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces quatre le président de la République, c'est sincèrement, il se bat. Il est en train de se battre. Vous savez, il y a même quelqu'un qui m'avait dit, vous savez, même à Kinshasa ici, qui me disait même que peut-être le chef de l'État n'a pas comment on appelle, cellule de communication qui est censée de vulgariser, en fait, pas vulgariser, mais de parler pour dire voilà, là où nous avons trouvé les pays, là où les difficultés auxquelles on était confrontés, là où nous sommes, c'est qu'on fait. Donc, ça s'est fait. Par exemple, à Kinshasa. Accompagner les actions du chef. Du chef. Mais
le problème, comme je l'ai dit, surtout dans ces domaines, je me suis toujours dit, c'est le moteur du développement même. Okay. C'est pourquoi finalement, aujourd'hui nous parlons du projet des 145 territoires. J'y reviens encore, j'ai fait énormément d'émissions. Il ne faudrait pas que nous tombons encore dans les pièges, parce que je crois que le chef de l'État il s'est impliqué, il a démontré que pour développer ce Congo, il faut le développement à la base. Okay. Ça veut dire qu'il faudrait des infrastructures, de routes, de ponts, des routes de dessert agricoles. Et vous savez, la nationale numéro 1, quand il est arrivé, je crois, il a trouvé, c'était sur, vous dépassez Kikwit si vous connaissez, on était à 700 quelques kilomètres. Aujourd'hui, vous savez qu'on est allé jusqu'à Chikapa. Okay. Donc, on a traversé la province du Kwilu avec le chef de l'État sortant, Kabila. Il avait déjà mis le pont sur la rivière Luange. Je ne parle que du côté ouest, si vous voulez, du côté ouest. Et ça continue. Je crois que les travaux continuent jusqu'à présent. Il me semble même, à Chikapa, il y a eu des ponts qu'on a modernisés et on continue à faire le travail. Donc, maintenant, ce que moi je demande, j'ai rêvé encore, peut-être vous allez me dire, vous êtes en train de vous appuyer sur les gouvernements des provinces. Je crois qu'ils ont un rôle important à jouer. Il faudrait que les gouverneurs, à travers toute la République, puissent faire de sorte que nous ayons des infrastructures, que nous ayons des petits ponts qui ne coûtent pas beaucoup d'argent, pour que toutes les provinces, tous les territoires, tous les secteurs soient désenclavés, pour permettre la circulation des biens et personnes. Nous avons un beau pays, un grand pays. Si partout c'est désenclavé, je crois que les Congolais peuvent produire plus. Et même, c'est ce qui fait que, moi j'ai toujours dit, et la question que je me pose, personne ne va me contredire, aujourd'hui, quel programme national qu'on a lancé sur le plan du maïs, sur le plan du riz, sur le plan de manioc, sur le plan d'haricots et tout ça. Mais quand vous partez dans les marchés, vous trouvez qu'il y a toujours des produits agricoles. Ça vient d'où? La population n'est pas encadrée. La population se bat de soi-même. Ce que la population veut, c'est quoi? C'est un coup de pouce. Et ce que moi j'ai fait dans le Kwilu, j'ai initié la loi sur l'agriculture qu'on a nommée là, c'est le financement de l'agriculture dans la province du Kwilu. C'est-à-dire... La loi a été adoptée. A été adoptée. C'était, je me rappelle encore, c'était le 18 juin de l'année dernière qu'on a adopté. Maintenant, je dois me poser la question. J'espère que la structure, le gouvernement actuel qui est censé de l'appliquer, je crois qu'elle est en train de l'appliquer. C'est-à-dire de mettre, je l'espère, de mettre la structure parce que à mon retour, ma première préoccupation à la session, c'est de vérifier si tout ce qui a été décidé, la loi que nous avons votée dans l'unanimité, comment financer, a été appliqué ou pas, ou est en train d'être appliqué, parce qu'il faut y mettre une structure qui doit avoir une personnalité juridique, il faut avoir des moyens. Donc tout ça, ça demande que tout le monde, que le Congo bouge, que le gouverneur bouge, que les chefs de secteur bougent, que les bourgmestres bougent. Il ne faudrait pas seulement regarder les chefs de l'État. D'accord. Alors, il y a un problème avec ces constructions. C'est vrai que le chef de l'État débourse de l'argent pour qu'on puisse avoir de routes et tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un suivi? Bon, là, la question, on ne va pas. Parce qu'on le voit aujourd'hui. Vous n'allez pas me le poser. Moi, j'aimerais quand même que ça aussi, nous sommes sur la chaîne des mamans. Je crois qu'il faudrait. C'est le vrai problème aussi dans notre pays, c'est ça. Et j'espère que c'est pourquoi c'était d'ailleurs ma préoccupation lorsque nous avons participé à l'atelier d'appropriation du projet des 145 territoires où nos 3 amis du Kwilu ont trouvé la mort tragique au niveau de Maïndombe. C'était ma préoccupation que j'avais posée au ministre du Plan. Mais est-ce qu'il y a suivi? Mais la réponse m'a été donnée que cette fois-ci, c'est l'argent transite à travers, si vous voulez, comment dirais-je, on a donné aux organisations
comment dirais-je, d'exécution locale, c'est-à-dire que l'argent transite par exemple par le PNID, par BSECO et FF, si vous voulez. Donc, ce n'est pas ceux qui ont gagné le marché, ils ne vont pas traiter directement. On les appelle les agents d'exécution. On ne traite pas directement avec le gouvernement Sama, vous traitez avec ces agences qui sont censées répondre à l'État congolais. J'espère que, étant donné que ce sont les agences qui sont responsables, qui ont organisé, si vous voulez, qui ont organisé les appels d'offres et qui ont retenu les sociétés qui sont censées faire ces différents travaux à travers toute la République, à travers tous les 145 territoires. J'estime que les choses se passent normalement. D'accord. Alors, honorable, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, nous prenons le plan qui nous reste encore politique. Comment se passe la classe politique après 4 ans? Est-ce que cette classe politique a évolué? Et là, je ne dis pas que je défends le chef de l'État, mais je crois que nous avons une très mauvaise classe politique. Okay. Notre classe politique, je m'excuse le terme, c'est vraiment une pourriture. Je pèse bien mon mot. Parce que même, je vous avais dit, ce qui se passe aujourd'hui, vous allez voir des politiciens, hautes personnalités qui ont contribué, si vous voulez, qui ont contribué à la pauvreté, à la précarité de ces Congos. Hier, ils étaient avec Mobutu. Après, on les a trouvés à côté de Kabila Père, Kabila Fils. Et aujourd'hui, ils se disent qu'ils soutiennent les chefs de l'État. Voilà. Je ne suis contre personne. Mais moi, je dis que c'est inacceptable. C'est pourquoi, si vous voulez qu'on ait une classe politique qui réfléchit, si vous voulez, autour des points qui doivent nous faire avancer les Congos. Qu'est-ce qui doit nous faire avancer les Congos? C'est l'emploi, c'est la formation des jeunes, c'est comment bien rémunérer les Congolais, comment donner du travail aux gens, comment les Congolais doivent accéder au financement, comment les Congolais doivent se déplacer, c'est-à-dire les transports dans des villes, les transports province et notre province. Comment on doit doter ces Congos des infrastructures de base à la taille de la nation. Mais malheureusement, vous allez constater que c'est la même chanson quand on passe à la télé, c'est que le Congo traverse des moments difficiles, rien ne marche. Mais quand vous regardez la personne, il a été déjà ministre peut-être 3-4 fois. Il a été déjà DG 3 ou 4 fois. Il a été déjà à côté du chef de l'État 3 ou 4 fois. Donc bref, nous n'avons pas la classe politique. Regarde maintenant même ce qui se passe à ce qui concerne l'enrôlement. Est-ce que pour que même le président de la République, quand il est allé se faire enrôler en Bandaka, vous l'avez vu qu'il s'était entouré de, je ne sais pas moi, de tous les membres de l'IDPS derrière avec des drapeaux pour aller. Non. Mais aujourd'hui, c'est devenu un modèle. Mais qu'est-ce que nous transmettons dans ça? C'est pourquoi moi, je dis la classe politique et même le Premier ministre quand il est allé. Mais ici, aujourd'hui, c'est devenu tout le monde. Il veut devenir Premier ministre, il veut devenir député, il veut devenir député, 21 000 $. Il veut devenir sénateur. Personne ne pense au bien des Congolais. Personne ne pense à la création de PME pour qu'on puisse créer des richesses, qu'on crée de l'emploi pour le Congolais. Malheureusement, c'est ça la triste réalité. Et c'est là, je demande au chef de l'État, encore une fois de plus, pour que nous ne soyons pas divisés. Et je suis content quand même, et j'en profite pour se dire sur la chaîne, sur ce qui a été introduit comme réforme dans la loi électorale. On dit aujourd'hui, pour que votre liste soit acceptée, il faut plus ou moins, cette liste, vous devez avoir plus ou moins, au niveau national, plus ou moins 60% des candidatures. La liste doit prendre 300 candidats. Donc, vous devez mobiliser de l'argent et vous devez avoir des candidats à travers toute la République démocratique du Congo. Ce qui n'est pas facile. Et je crois que cette modification vient corriger, si vous voulez, ça vient appuyer
ce que j'ai toujours dit, la moralisation de la vie politique. Parce que les gens, aujourd'hui, sont ici, demain, il est là-bas. Quand tu le vois, s'il participe à trois cycles électoraux, dans 3 partis politiques différents. Il est ici aujourd'hui, demain, il est là-bas, simplement parce que les gens ne sont pas corrects. Il n'y a pas l'éthique. Nous n'avons pas une classe politique qui a de l'éthique. Les gens n'ont pas honte. Il n'y a pas de morale dans notre politique. Et donc, je ne sais pas. Je ne comprends rien. Je comprends. Nous comprenons votre émotion, honorable. Alors, nous parlons sur le plan diplomatique et on va aller jusqu'à cet événement qu'on attend déjà le 31, l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut dire que c'est la diplomatie du chef de l'État? Non, le chef de l'État, c'est malheureusement, nous, au regard de tous les efforts, j'avais dit qu'aujourd'hui le Congo est fréquentable, si vous voulez, si je peux utiliser ce terme-là. Nous n'avons plus ces problèmes-là. Mais cet effort que le chef de l'État a fait, en revanche, on constate que les autres ne sont pas sincères avec nous. Tu comprends? Pas de condamnation avec clarté, par exemple, de l'agression dont nous sommes victimes. Et je suis convaincu à part ça que le Congo sortira. Amen. Nous n'allons pas rester dans cette situation, nous sortirons d'une manière ou d'une autre. C'est une situation passagère. Moi, en tant que député, je ne peux donner qu'un message d'espoir, la détermination que nous soutenons le chef de l'État, nous sortirons. Mais ce qui est vrai, c'est que nos partenaires, nos pays amis, il n'y a pas la sincérité dans cette amitié. C'est pourquoi j'en profite pour dire que moi, j'avais même condamné, vous avez vu autrefois, c'est une idée que le chef de l'État a prise, c'était une bonne idée, de dire qu'il faut qu'on amène des forces régionales. Je vous avais dit ici, je n'étais pas d'accord parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas là où ils sont passés. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Les M23 continuent. Voilà. C'est un sujet qui, à tout moment, quand nous parlons, nous revenons sur ça parce que pour moi, c'est une préoccupation. Même ces élections-là, pour que nous puissions y aller tranquillement, qu'on n'ait pas de problème. Nous ne pouvons pas aller aux élections au moment où une grande partie de notre territoire national est prise en otage. Et il y a toujours des massacres, il y a des tueries, il y a des attentats avec tout ce qu'on a comme groupe armé à l'Est. C'est inacceptable. Mais sinon, le travail, il l'a fait. On l'a vu partout. Pour donner que notre pays, le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. C'est un peuple qui ne pose aucun problème et que vous pouvez venir et vice-versa. Mais bon, voilà. Je crois que les efforts continuent, vont continuer et il n'y a rien à lui reprocher sur ces points-là. Alors, parlons de cet événement, l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. Qu'attendre de lui? Moi, je crois que c'est le message d'abord. Vous savez que le peuple congolais, c'est un peuple chrétien. Moi-même qui vous parle, je suis ménonite, je suis protestant. Donc, je suis né dans l'église, j'ai grandi dans l'église, l'université dans l'église. Donc, et nous avons ce qu'on appelle l'écuménisme. Donc, d'une manière ou d'une autre, moi, protestant, je suis impliqué. Parce que le message qu'il va apporter, c'est le message de Jésus-Christ. C'est le message de notre Seigneur. C'est-à-dire, et c'est dans des moments, des moments difficiles où nous sommes agressés que l'envoyé de Dieu, les représentants de l'Église catholique universelle viennent nous visiter. Je crois que nous ne pouvons que bien l'accueillir. Vous avez vu d'ailleurs les chefs de l'État, les ministres de l'Information, les premiers ministres, tout le monde impliqué dans des réunions avec l'église locale, avec son représentant ici, pour voir comment l'accueillir. J'étais encore trop jeune quand l'autre était venu, en 85, je pense. C'est lui, Jean-Paul II. C'était de la même manière. C'est lui qui vient, il amène un bon message. Nous pouvons le recevoir. Et c'est un message que nous devons intérioriser. Au-delà de tout, c'est de venir nous visiter dans cette situation, dans ces moments difficiles. Nous pourrons être que reconnaissants et accueillir le message. Alors, comment vous apprenez la politisation de cette affaire?
la politisation de... Mais vous savez, au Congo, cet événement on politise tout. Même ce qu'on ne peut pas politiser, on politise tout. Je t'avais dit que nous n'avons pas une classe politique. Donc, et moi, je suis de ceux qui... J'ai fait un effort pour parler de l'éthique. Parce que c'est difficile, là, par moments. Des fois, je me dis pourquoi je suis venu en politique. Mais bon, j'y suis. Bon, je suis déjà là. Je n'ai pas de choix. Mais je crois que pour faire avancer ces Congos, la première des choses, c'est la classe dirigeante. Or, la classe dirigeante, ça doit être une classe où nous avons des repères, la référence. Mais il s'est fait malheureusement, ici, même ce qu'on ne peut pas politiser, même lorsque quelque chose est blanc, on vous dit non, non, ce n'est pas blanc, c'est rouge. Même lorsque quelque chose est noir, on dit non, ce n'est pas noir. Donc, bon, malheureusement, et pourtant, j'ai toujours dit que la classe politique devrait, les débats, même quand nous venons, vous nous invitez, les ministres, les hommes d'affaires, les députés, les enseignants, les corps, les hommes dédiés, on devrait parler sur des problèmes qui nous entourent, des problèmes quotidiens. Comment scolariser les enfants, comment sur les transports, comment trouver de l'emploi, comment chercher à résoudre les problèmes de la santé. Mais malheureusement, nous prenons tout, nous le mettons de côté. C'est tout autre chose. Bon, mais malheureusement, c'est ça la réalité. Alors, honorable, nous allons petit à petit pour chuter. Alors, sur le plan de la justice, qu'est-ce qu'on peut dire après 4 ans? Vraiment, c'est une question pertinente, je l'attendais. Le président de la République, c'est lui, le magistrat suprême, non? C'est ce qu'on nous dit, non? Qui montre l'exemple, tout ça. Et je crois que la difficulté auquel nous trouvons, les magistrats donnent le ton. Ils donnent des orientations. La preuve, c'est que notre chanson de tous les jours, c'est la lutte contre la corruption. C'est la lutte contre l'impunité. Les antivaleurs. Je crois quand même, soyons sincères aujourd'hui, il n'y a pas des arrestations arbitraires. Sur ces points-là, par exemple, on vient comme ça, tu n'as rien fait, tu es à Makala, tu n'as fait. Je crois quand même que ça commence à venir. Mais la difficulté seulement, c'est que le président doit aller jusqu'au bout, surtout à ce qui concerne les détournements. Les gens qui détournent l'argent du contribuable congolais, ce n'est pas que lorsqu'on les arrête, ils sont à Makala. Et après? Et comme la justice a ses contours, non, il faut solliciter, si vous voulez, ce qu'on appelle la liberté provisoire. Et dès que quelqu'un a la liberté provisoire, et puis voilà. La suite, on connaît. Je ne vais pas entrer dans les détails. Moi, je n'ai jamais voulu citer les noms des gens, que ce soit dans mon Kwilu natal, à l'ensemble provincial. Je parle de la même manière, avec toute responsabilité et objectivité. Donc, c'est que le Congolais attend du chef de l'État sur ces points, que lorsque quelqu'un est condamné et qu'on voit qu'il a effectivement volé l'argent de l'État, il faut que la loi lui soit appliquée dans le plus petit détail. Pourquoi ne pas faire des investigations? Quelqu'un qui a détourné l'argent, qui se trouve dans des banques, il a construit des maisons, prendre de ces maisons, les vendre, prendre de l'argent, mettre dans les trésors publics. Ça serait un bon exemple. Mais sinon, les gens, ça risque d'être comme une chanson. Bon, Naosala Nangai, mais après, bon, je serai en prison, c'est ça le problème. Donc, des avancées de ce point-là, sincèrement, honnêtement, sont enregistrées. Il n'y a plus des arrestations arbitraires. C'est déjà une bonne chose. Et aussi, il faut se dire qu'aujourd'hui, les gens s'expriment. Je vois un peu à travers, quand je suis à la maison, moi-même, je suis invité dans beaucoup d'autres chaînes, mais je vois comment les gens s'expriment. On n'avait pas à apprendre que nous, on a envoyé, il y a le service de sécurité qui est allé, on a arrêté tel, à cause de son opinion. C'est quand même quelque chose qu'il faut applaudir. Mais, encore une fois de plus, je venais de vous dire sur le plan des détournements il faut que le président applique la loi. Ceux qui sont proches du chef de l'État et qui font ces dégâts,
il faut des services d'investigation qui partent prendre ces gens-là, les placer en prison et confisquer l'argent et chercher à prendre ce qu'ils ont. Parce que sinon, nous allons chanter, mais rien ne va avancer là. Non, c'est seulement ce que vous avez constaté de mauvais. Sur ce point, seulement ça, oui, c'est-à-dire que les gens qui volent l'argent, et qui vous avez vu, pas. Il y a beaucoup de procès qui se sont déroulés pendant les 4 ans. Okay. Ce n'est pas que ce sont des choses qui se faisaient derrière le dos, mais il y a eu des procès, je ne vais pas revenir. Okay. Des procès au début de la législature, et même maintenant dans l'enseignement, dans le secteur des infrastructures, les gens qui ont pris de l'argent, qui devraient construire des routes, qui ne l'ont pas fait. On a vu comment le président pendant les festivités, il était dans les casses. Voilà. Il y a eu 40 millions, dans les réseaux sociaux, on en parle, mais en réalité, et vous allez condamner le chef de l'État. Il donne des moyens, il y a des gens qui sont autour de lui, qui doivent faire le travail, c'est le détournement. Là, au moins, quand même, je pense que il y a encore beaucoup à faire. Bien sûr. Voilà. Il y a encore beaucoup à faire sur le plan de la justice. Et puis, on va parler du social congolais. Ces secteurs, il y a trop à faire. Bon, les secteurs, je vous ai dit, la difficulté, c'est celle-là. Il y a une émission que j'avais animée autrefois pour voir si notre pays, quel est son niveau, le niveau de vie de nos populations. Okay. Combien de catégories, comment on peut parler par exemple les salaires moyens que nous avons. C'est ça le vrai problème. J'aimerais utiliser des termes où même ceux qui n'ont jamais fait l'économie me comprennent. Okay. Donc, la difficulté, c'est que la catégorie aujourd'hui, cette catégorie qui paie, en fait, où on trouve, où les gens vivent, ce n'est que dans la politique ou dans les institutions de l'État, pour ne pas nous cacher la face. Voilà. Mais tout le monde qui reste, il y a un problème des salaires moyens. Okay. D'abord, il y a un problème de salaire moyen. Et de l'autre côté, c'est l'emploi qui pose problème. C'est pourquoi j'ai dit, pour résoudre ces problèmes du social congolais, il faudrait que le Congolais ait effectivement un travail qui rémunère. Voilà. C'est-à-dire que le travail, quand il a, c'est qu'il reçoit à la fin du mois, qu'il lui permet non pas seulement le deux bouts du mois, mais qu'il soit en mesure d'épargner. Okay. De sorte que lorsqu'il y a un problème de maladie, lorsqu'il y a un problème de l'éducation des enfants, qu'ils soient à mesure de le faire. Ça, ce n'est pas encore arrivé. Nous sommes encore, les statistiques que nous ne maîtrisons pas, on parle généralement des 40, des 80, des 120, des 130 millions d'habitants. Combien de Congolais qui ont de l'emploi? Or, l'emploi, il faut le trouver à travers les investissements qui posent encore problème. Okay. C'est pourquoi moi, je me rabats, je me dis, faisons avec les moyens des bords. Le moyen des bords, ça veut dire que Dieu nous a donné un grand pays. Dieu nous a donné un grand peuple. Dieu nous a donné beaucoup d'espace. Ce que nous, les Congolais lui-même, peut être à mesure de produire et de consommer. J'ai suivi, comme je te l'ai toujours dit, un documentaire sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de créer de l'emploi dans, comment dirais-je, dans la production des, comment on appelle, le poulet ici. Okay. Dans les petites industries, les poulailles, je ne sais pas comment on l'appelle, je m'excuse un peu le terme, que les téléspectateurs me comprennent. On produit énormément de poulet. C'est fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens commencent à mener cette expérience dans tous les pays voisins, Sénégal, Mali, ainsi de suite. Les Ivoiriens n'achètent plus les poulets. Nous, les Congolais, nous devons faire un effort de créer des PME avec l'appui du gouvernement, avec la contribution des banques, pour que nous soyons en mesure de produire et que nous puissions nous-mêmes consommer. On n'aura plus de problème de devises pour aller acheter du riz, pour aller acheter des champs chez Charles, les plus d'autres ont dit. On est capable, nous ne soyons pas seulement dans des discours, dans des émissions. Ce qui me gêne un peu, c'est ça. Nous restons plus dans les discours, il faudrait
que ça soit ainsi. Et moi, je ne sais pas, c'est la seule solution pour sortir de ça. C'est que tant que nous n'allons pas résoudre les problèmes de l'emploi, nous n'allons pas résoudre les problèmes de la rémunération à la hauteur du Congolais, c'est que le problème social restera et demeurera toujours. Le président Félix pourra faire un deuxième mandat parti. L'autre président qui viendra, il risque de trouver et de continuer. Donc, il est temps au gouvernement Sama. J'ai toujours dit, il n'a jamais été tard de bien faire. D'accord. Pour que nous puissions nous appuyer sur ce qui est possible et qui peut nous sortir de cette précarité. Alors, honorable, je venais de dire tout à l'heure que nous chutons. Ouais. Que faudra-t-il faire pour avoir de bonnes élections en République démocratique du Congo? C'est l'honnêteté. Il faut être honnête. Tu dis que tu es en train de dire que le pape est en train de venir. Il va venir amener le message de paix. Il faut qu'on organise de bonnes élections pour avoir. D'abord, nous avons déjà des ennuis avec nos voisins. Nous avons des ennuis dans le cadre de la balkanisation de ce Congo. Cette histoire de balkanisation, peut-être qu'on les dit aujourd'hui, on dit ça fait 60 ans, le Lumumba l'a dit. Mais ces gens qui nous convoitent, qui sont en train de convoiter nos minéraux, nos ressources, nos terres, ils n'ont pas encore désarmé. Alors il ne faudrait pas que nous, en interne, que nous soyons divisés. Qu'est-ce qui peut nous diviser? C'est lorsque nous n'organisons pas, par exemple, des élections correctes. Aldo est élu député national. Non, lui, il mérite seulement provincial et non. Alors, il faudrait que, et Kadima, je les connais quand même. Aujourd'hui, vous avez vu même l'opposition qui était contre lui. D'une manière ou d'une autre, l'accepte. Parce que dès lors, nous voyons l'opposition partir, s'enrôler et demander à leurs militants de s'enrôler. Qui organise cet enrôlement? C'est Kadima, c'est la CENI. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, nous sommes d'accord avec lui. Mais il faudrait qu'on règle un certain nombre de points. J'étais ici où j'avais dit non, les 1 mois qu'on a donné pour s'enrôler ne suffisaient pas. Je crois qu'aujourd'hui, on a ajouté. Voilà. J'ai dit bravo. On a dit les photos qui sortent, les photos et d'autres choses, ça devient des monnayages, monnaie, tout ça. On a parlé trop. Je crois que des informations, comment dirais-je, tout ce qui est en train d'être dit pour améliorer la CENI, il faudrait que ceux qui disent, et vous savez, la CENI organise toujours des rencontres, des négociations, si vous voulez, des rencontres avec la société civile, avec le pouvoir en place, avec l'Église, et encore que maintenant, nous organisons les élections avec nos propres moyens. Donc je crois que ce que je peux demander, celui qui a gagné, a gagné. Celui qui a perdu, a perdu. Tous ou tout le monde est congolais. Laissons les dirigeants choisis par la population accéder au pouvoir. Et c'est de cette manière que nous pourrons aussi résoudre les problèmes de paix entre nous et éviter que ceux qui viennent nous faire la guerre n'aient pas de raison de le faire. Parce que j'ai toujours dit, pour citer, lorsque tu prends par exemple tous ces groupes armés, même les M23, jamais ils nous ont dit clairement les revendications. Les revendications, c'est quoi? Jamais. Kabila Père est venu parce qu'il y avait dictature. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de dictature. Il y a eu, toi-même tu me l'as dit, il y a eu échange, comment dirais-je, passation, si vous voulez, passation pacifique au sommet de l'État. C'est un exemple qu'on doit suivre. Et ce que j'ai toujours dit même à nos frères et sœurs de l'Afrique, Mali, Burkina Faso, Guinée, qui nous retournent encore aux années 60 où le modèle, où le mode d'accession au pouvoir, c'était des coups d'État. Cette histoire-là, il faut oublier, il faut mettre une croix. Il faut qu'eux nous disent, jamais nous l'ont dit avec clarté, voilà nos revendications, c'est ça, M23 aujourd'hui, même quand tu demandes à tout ça, il n'y en a pas. Donc bref, je crois que nous avons l'obligation, la CENI a l'obligation de bien organiser les élections. Ils ont déjà eu 60% de l'argent. Il ne faudrait pas que l'argent du trésor public des Congolais
soit lapidé, ou soit il faut que les choses se passent. Donc, D'accord, merci beaucoup, honorable Aldo Loadi. Je rappelle que vous êtes l'élu du Kwilu. merci. Vous êtes député provincial. Merci de répondre à nos questions. Un dernier mot et puis on clôture l'émission. Bon, dernièrement, je demande, comme tous les députés le font, à nos populations, malheureusement, la grande partie ne sera pas du Kwilu, de s'enrôler massivement, de faire confiance aux institutions de la République, de soutenir le chef de l'État. Ok. Et ce qu'il faut lui reprocher, ce qu'il faut dire, il faut le dire avec toute responsabilité. Et que ce que nous devons mettre sur la table pour discuter, ce sont ce qui nous unit. Et nous devons veiller pour que nous soyons unis, notre pays est convoité, que notre pays ne soit pas balkanisé. D'accord. Au moins, là, je suis convaincu. Merci beaucoup, honorable. Je le dis encore, merci de répondre à notre invitation. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le rendez-vous du soir, c'était avec l'honorable Aldo Loadi, député provincial élu d'Ikwilu. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup à mon équipe technique. Rigan Bala, merci à toi. Lazik Makoukoula, merci à toi et aux autres. On se retrouve très prochainement. Bye bye.